Je dois vous faire une confidence. J'aime pas l'été. Déjà parce que les massifs sont fermés et, du coup, m'empêchent de fouiller, et aussi parce que je supporte mal la chaleur. Du coup, je suis un peu obligé de m'enfermer dans ma caverne chaque été, et il m'arrive de passer un peu de temps sur l'ordi à jouer. Enfin, un peu beaucoup. Et principalement, cet été, je me suis remis à jouer à Minecraft. On ne présente plus ce jeu, cependant, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un monde d'exploration, de survie, et aussi le but est de rechercher des minerais. Et lors d'une session de minage, je suis tombé sur le fait de ramasser et fabriquer de l'obsidienne. Fabriquer de l'obsidienne dans Minecraft, c'est assez simple, il suffit de refroidir la lave en versant de l'eau dessus. On obtient alors dans le jeu de l'obsidienne. La formation de l'obsidienne a l'air simple comme ça et assez facilement explicable, mais est-ce que c'est aussi simple que ça dans la nature? Je vous propose de nous pencher ensemble sur la formation de l'obsidienne. Avant de commencer, il faut savoir que l'obsidienne est un verre naturel, si bien que sa principale imitation est le verre. Commençons par ses critères de détermination. Dans l'obsidienne ou le verre, on peut retrouver des bulles. Donc les inclusions, les choses enfermées dans la pierre, ne vont pas aider. Sa densité est de 2,25 à 2,40, alors que le verre est entre 2,60 et 4,50. L'indice de réfraction de l'obsidienne va aussi nous aider. D'ailleurs, si vous vous posez des questions sur la densité et les indices de réfraction d'une pierre, les 2 vidéos précédentes traitent du sujet. Je mets un rappel dans la description. L'indice de réfraction de l'obsidienne est de 1,480 à 1,500, alors que celui du verre est beaucoup plus large, entre 1,450 et 1,750. La densité et les indices de réfraction est un bon critère de détermination de l'obsidienne par rapport au verre. À savoir que si vous éclairez par transparence une obsidienne, elle sera en général vert kaki, alors que les fausses obsidiennes tournent plus vers le rouge, ou le brun, ou le bleu. Passons à la suite, mais avant, un petit point de vocabulaire sur lave et magma. Le magma est sous la terre et lorsqu'il atteint la surface, on le qualifie de lave. Que se passe-t-il si, comme dans le jeu, la lave rencontre l'eau? Elle va refroidir brusquement et former ce qu'on appelle des pilolavas, des coussins de lave. Ces laves figées vont avoir au contour une fine couche qui ressemble à de l'obsidienne, mais sur une épaisseur n'excédant pas 2 cm. Ça n'est pas de l'obsidienne à proprement dit. Eh oui, la formation de l'obsidienne c'est bien plus complexe que de la lave qui tombe dans l'eau. La lave qui s'est solidifiée en obsidienne atteint des hauteurs beaucoup plus importantes, allant jusqu'à 2 mètres d'épaisseur. Du coup, la question est la suivante. Comment la lave arrive à se figer en obsidienne? On va faire un peu de cuisine. Il faut une composition particulière. 70 à 75% de silice, soit à peu près 3/4, de l'eau, moins de 3%, et en général ça tourne autour de 1% d'eau dans ces laves assez particulières. Il faut des oxydes de magnésium, ainsi que des tétroxydes de fer, injustement appelés oxydes de fer, et quelques traces potentielles d'autres éléments. Pour simplifier la recette, 3/4 de silice, le reste de magnésium et de fer, un tout petit peu d'eau et parfois quelques éléments. À noter que les magmas en forte teneur de silice sont qualifiés de magma acide, de lave acide. Toutes, je dis bien toutes les obsidiennes, sont formées par des laves acides, mais pas toutes les laves acides forment des obsidiennes. Il faut un magma plutôt froid, entre 700 et 900 degrés. Vachement froid, ouais. Oui, parce qu'un magma chaud, c'est environ 1200 degrés. Et il faut aussi un magma visqueux. D'ailleurs, c'est parce que cette matière est visqueuse qu'elle enferme des bulles quand elle s'écoule, d'où la difficulté d'identification entre l'obsidienne et le verre. On parle de viscosité. Mais qu'est-ce que c'est à proprement dit? La viscosité de la lave est due à sa polymérisation. Allez, il remet ça avec ces mots compliqués. Imaginez des fils imbriqués, ordonnés les uns avec les autres comme ce tissu. On dit qu'il est polymérisé, tout est ordonné. Vous constatez qu'en chutant ou en tirant, la matière reste solidaire tout en conservant un écoulement. Imaginez que ces mailles se brisent, que l'ensemble se dépolymérise. La matière n'est plus solidaire, tombe en paquets. La polymérisation d'une matière
va entraîner un effet de maille qui va garder la structure solidaire. Et quand il s'agit d'un liquide, il devient visqueux. La polymérisation bloque la cristallisation, puisque pour cristalliser, il faut un liquide fluide. On a des éléments qui forcent la polymérisation, comme la silice. Au contraire, d'autres éléments vont fluidifier le magma, par exemple le sodium ou le potassium. Donc la silice est très importante, même primordiale, pour forcer la polymérisation. D'où la teneur en silice dont on parlait au début de 70 à 75% dans les laves acides. Pour résumer, un magma avec une température moindre, acide, visqueux, donc fort en silice, qui se fige rapidement, ne cristallise pas et forme l'obsidienne. Et c'est parce que l'obsidienne ne cristallise pas qu'on lui donne le nom de roche amorphe, sans forme. Un exemple de minéraux amorphes en plus de l'obsidienne, qui est une roche, l'opale et l'ambre. Une chose à soulever, c'est que l'obsidienne ne contenant qu'une part infime d'eau se détériore au fil du temps. Dans le temps, je vous rassure, on parle de temps géologique. Donc ça se compte en millions d'années. Avec les conditions climatiques ou les écoulements dans le sol, elle va commencer à changer, se détruire ou se cristalliser. Aussi, quand on aperçoit de l'obsidienne sur un terrain, on est sûr que celui-ci ne date pas d'avant l'ère Cénozoïque. En gros, les obsidiennes les plus anciennes observées se sont formées il y a maximum 66 millions d'années. Avant cette date, nous n'avons retrouvé aucune obsidienne. Elles se sont toutes détériorées. Il existe beaucoup de types d'obsidienne, à commencer par la plus basique, l'obsidienne noire. La présence de fer donne naturellement cette belle couleur noire et profonde à l'obsidienne, mais également du gris, du marron ou du vert. Il arrive que des couleurs se mélangent, comme par exemple dans l'obsidienne acajou. Lorsque l'obsidienne se fracture dans le temps, ces fractures se remplissent généralement de silice, cela donne l'obsidienne web spider, toile d'araignée. Un autre effet de détérioration qui touche l'obsidienne, il arrive qu'au bout d'un certain temps, elles finissent par se cristalliser par endroits du fait de l'état instable du verre naturel. Elles forment alors des cristobalites en taches, un peu comme des fleurs ou des flocons. Cette roche prend alors le nom d'obsidienne flocon de neige. Lorsque l'obsidienne se forme et emprisonne des microbules, c'est le cas par exemple quand la lave rencontre de l'eau et que l'eau s'évapore brusquement, l'obsidienne va prendre alors un aspect doré ou argenté. C'est ce qu'on appelle tout bêtement l'obsidienne dorée ou l'obsidienne argentée. Lorsque des nanoparticules d'autres éléments se déposent en couche dans l'obsidienne, comme des feldspaths, de l'édambergite ou de la magnétite, il se passe un phénomène des plus étonnants. La lumière qui entre dans l'obsidienne se retrouve comme bloquée et rebondit entre le verre naturel et les nanoparticules. Ce qui a pour effet de diffracter la lumière, un peu comme un arc-en-ciel, et donne à la pierre des couleurs à la fois douces et chatoyantes. C'est le cas des obsidiennes arc-en-ciel ou œil céleste. Lorsqu'une obsidienne de ce type est déstructurée, souvent par des mouvements sismiques extrêmement puissants, les couleurs chatoyantes se mélangent et donnent une profondeur supplémentaire à cette nouvelle obsidienne, un aspect changeant particulièrement esthétique à la lumière ou au soleil. On les appelle les obsidiennes manteau-gaucholes. Pour finir, l'obsidienne est une pierre qui a été extrêmement utilisée à travers l'histoire de l'homme, que ce soit pour des armes comme des pointes de flèches, des haches, etc., mais également pour des objets d'ornement, des bijoux et bien d'autres objets encore. Mais je ne vais pas m'attarder tout de suite sur l'histoire de l'obsidienne, parce que je compte faire plusieurs vidéos sur l'histoire des minéraux à travers le temps et à travers l'histoire de l'humanité. En attendant, j'espère que ce petit tour global sur l'obsidienne vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur sa formation et sur ses différentes variétés. J'hésite un peu sur le prochain minéral à aborder, donc si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et en description, comme d'habitude, vous avez tous mes contacts. Facebook, Instagram, mon site internet et mon adresse mail de contact. En attendant la fin de l'été et la fin des chaleurs, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Un grand merci à tous les tipeurs. Grâce à vous, j'ai pu acquérir un nouvel éclairage que vous voyez dans cette vidéo et également une toute nouvelle caméra.
Merci à Philippe Bey pour toutes ces photos d'obsidienne au Mexique. Et merci à Emmanuel Toreux qui m'a aidé à rendre plus accessible ce sujet qu'est l'obsidienne. Le lien vers son blog consacré à l'obsidienne est dans la description.